Bienvenue dans Big Boss. L'émission du jour nous emmène dans le monde des entreprises de travail adaptées, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous. Travi est l'entreprise de travail adapté la plus importante de Bruxelles et son patron Jean-François Guisse est avec nous en studio. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Alors pour faire plus ample connaissance Jean-François Guisse, je vous propose une petite séquence parce qu'on est allé voir le public pour lui demander s'il savait ce qu'était une entreprise de travail adapté. Et vous allez le voir, les réponses sont surprenantes. Pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Est-ce que vous savez ce qu'est une entreprise de travail adapté? Non. Non. C'est la première fois que j'entends un mot de ce genre. C'était quoi encore la question? Non, je sais pas. Je parle pas bien français, madame. Si je me réfère au contexte technique, ça veut dire que c'est une entreprise qui a une particularité dans un domaine précis. C'est une entreprise qui va adapter les postes de travail en fonction des capacités des gens, on va dire ça comme ça, plutôt que de parler en incapacité. Je sais, est-ce que je travaille dans une entreprise adaptée? Quoi? Travailler adapté. Une entreprise qui fait dans la construction, si elle est spécialisée dans tout ce qui est toiture, bon. On travaille avec beaucoup de handicapés. Pour les gens un peu qualifiés peut-être, moins informés, qui ont peut-être des handicaps, je sais pas. C'est ça? Ouais. Alors, une entreprise de travail adapté est une entreprise qui occupe du personnel handicapé. Ce personnel handicapé fournit un travail pour lequel ils sont rémunérés. C'est des travaux qui sont réalisés pour nos clients, donc nous sommes également fournisseurs de services. Ok, merci pour l'information. Tous les jours on apprend, c'est ça. Alors, on en apprend tous les jours. Jean-François Guisse, cette définition vous convient? Vous allez me dire, elle vient de chez moi. Oui, non, la définition est tout à fait correcte, mais je compléterai en disant qu'une entreprise de travail adapté, c'est aussi une entreprise qui d'abord est, agréée par la COCOF. Donc, nous sommes contraint à un certain nombre d'exigences pour pouvoir fonctionner en tant qu'entreprise de travail adapté, obtenir et conserver l'agrément. Et nous obtenons en contrepartie des subsides de production, des subsides au salaire pour soutenir le salaire des personnes handicapées. Comme le disait Stéphanie, toutes les personnes qui travaillent chez nous ont un contrat de travail, comme un ouvrier valide. Donc, c'est une entreprise. C'est une entreprise comme une autre. Ouais. Vous connaissez par cœur le monde de l'entreprise du travail adapté, mais avant d'y arriver, vous n'étiez pas du tout dans ce secteur. Vous êtes arrivé chez Travi en 2014, mais avant cela, vous étiez même dans des secteurs à l'opposé du social, on peut dire ça? Disons que ce n'était pas des secteurs du domaine du social, c'est sûr. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans. Je suis moi-même ingénieur polytechnicien. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine du nucléaire civil, notamment la centrale nucléaire de Doel. Et puis pendant 20 ans dans l'automobile, domaine plutôt commercial, durant une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que ça ne prédisposait pas vraiment à travailler dans une ETA. Et en fait, c'est le hasard qui a fait les choses. À un moment donné, Travi, qui s'appelait d'ailleurs Travail et Vie encore à l'époque, cherchait un directeur et au même moment, j'étais disponible. Et puis le déclic s'est produit. Et aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Vous étiez disponible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dit, je vais changer de voie, je vais faire quelque chose qui a plus de sens pour vous? Je vais être honnête, au départ, non. Et c'est le déclic, la rencontre un peu fortuite entre les deux, moi-même et l'entreprise. Le déclic est venu après. Ok. Le monde du handicap, c'était une vraie découverte? C'était une vraie découverte. Donc, je n'avais pas eu l'occasion d'être confronté au monde du handicap par le passé. Et ça a été une révélation même. Et pas d'appréhension au départ? Peut-être un peu. Je m'interrogeais, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que je vais pouvoir comprendre ce monde-là? Et franchement, c'est vraiment pas du tout un souci. Bien au contraire, et je pense que tous ceux qui ont l'occasion de côtoyer le monde du handicap verront bien à quel point il est facile de lever les freins qu'on a au départ. Peut-être une précision, Paul, parce que quand on discute avec des personnes, même dans la rue, on me parlait d'ateliers protégés. Est-ce que entreprise de travail adapté et ateliers protégés, c'est la même chose?
Au départ, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça fait une grosse vingtaine d'années, puisqu'au milieu des années 90, les ateliers protégés sont devenus des entreprises de travail adapté. Auparavant, il n'y avait pas l'obligation de donner un contrat de travail en bonne et due forme aux ouvriers. Donc à l'époque, on travaillait plutôt en occupationnel. On occupait les personnes handicapées, on leur donnait une occupation, un travail. Mais aujourd'hui, depuis, je dis, la moitié des années 90, les entreprises de travail adapté sont tenues de donner un contrat de travail, de faire signer un contrat de travail à chacun des ouvriers, et donc avec pour conséquence tous les avantages évidemment qui sont liés à un contrat de travail. Alors, Travie est situé digue du Canal, à Anderlecht. Travie, c'est 15 000 mètres carrés de production, 6 000 mètres carrés de stockage. Je vous propose tout de suite de faire une petite visite guidée de Travie, des images signées Frédéric Dehainaut. Ce matin, au département Frais, les cuisiniers de Travie assemblent des salades. 782 plats de 15 variétés différentes vont être produits dans cet atelier aujourd'hui. Un atelier qui fonctionne selon une organisation très particulière. On a nos ouvriers qui viennent pour travailler le matin et ils sont encadrés par 4 à 5 moniteurs. 4 à 5, ça dépend du nombre de charges qu'on a à faire. Et alors les équipes commencent à travailler sous la supervision des moniteurs. On leur dit ce qu'il faut faire, couper, assembler, qu'est-ce qu'on va faire, cuire, comment on va peser les choses. Et après, la routine se met en marche. L'après-midi, on assemble et le soir, on fait le picking pour les magasins différents. 80 personnes travaillent au département alimentation de l'entreprise. Une entreprise qui emploie du personnel porteur de handicap. Autre étage, autre département, celui du conditionnement d'alimentation sèche. Les ouvriers travaillent à la chaîne, mais le rythme et les postes sont adaptés pour éviter tout stress ou inconfort. Une pause est d'ailleurs obligatoire toutes les 2 heures. Nous avons plusieurs clients qui nous demandent de conditionner des chocolats. On est sur un conditionnement qui est difficilement mécanisable, donc c'est pour ça que les clients font appel à nous. Donc nous, on peut mettre en place une chaîne de travailleurs. Donc la longueur de la chaîne dépendra un peu du nombre d'éléments à mettre dans la boîte. Et en fin de chaîne, on a un contrôle. Puis après, conditionnement dans le carton de groupage, mise sur palette, filmage de la palette. Et donc la palette est prête à être expédiée. Autre particularité de l'entreprise, la faible rotation de son personnel. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Oui, depuis 30 ans. Et je suis très content depuis des années. Travailler dans le chocolat. J'avais rêvé de travailler un jour dans le chocolat. Et les productions possibles ici sont aussi variées que la demande du client. À l'atelier mécanique, on conditionne et construit 7 à 8 vélos cargo électriques chaque semaine pour une start-up. Un peu plus loin, ce sont des barrières antiterrorisme qui sont montées. Nos des plus gros clients sont situés en dehors de Bruxelles, un en région liégeoise et l'autre en région anversoise. Dans quel secteur ? Donc là, dans le secteur alimentaire. Donc l'alimentaire chez Travie, c'est un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une grosse moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé pour des prestations non alimentaires qui vont du mailing à l'assemblage mécanique, l'assemblage électrique, la distribution de toute boîte. Donc voilà, on est assez varié dans nos métiers. En tout, 335 ouvriers et une soixantaine d'encadrants font tourner Travie, sans parler d'un service social vital dans une entreprise de travail adapté. Il ne faut pas téléphoner plusieurs fois la matinée, d'accord ? Ok. Tu essaies de rassembler toutes les informations que tu veux dire et puis après tu téléphones. Ou je viens te voir. Oui, ou tu viens me voir quand tu arrives. Okay. Chez Travie, 3 assistantes sociales et une ergothérapeute s'occupent du suivi des ouvriers. L'idée du service social, c'est de faire en sorte que les ouvriers soient bien intégrés dans leur travail et tous les problèmes d'ordre privé ou d'ordre administratif soient relayés chez nous, parce que souvent les personnes handicapées, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles sont très vite perturbées pour des choses qu'elles peuvent régler assez facilement en fait. Et le service social est là pour justement dire, écoutez, il n'y a pas de souci, on est là, on va vous aider pour vos démarches. Travie, une véritable boîte à outils qui s'ouvre à de nouveaux défis. 15% du travail se déroule aujourd'hui en enclave, autrement dit, directement chez le client.
Voilà, Travie en images et en son. Alors, vous n'avez pas vu ça, vous, derrière votre écran, mais vous étiez complètement aspiré par le portrait de votre entreprise. Vous vous y retrouvez, c'est lui, c'est Travie, ce qu'on vient de voir. C'est vraiment ça. C'est une grande famille, c'est un monde tout à fait particulier. C'est une vraie entreprise avec des exigences qui sont fortes. Vous avez vu les certifications alimentaires, par exemple, système qualité, qui est le même que celui que vous retrouverez dans une entreprise normale. Mais à côté de ça, vous vivez avec des personnes qui sont extraordinaires. C'est une vraie entreprise avec des vrais concurrents aussi, j'imagine. Qui sont vos concurrents au fond? Les premiers concurrents sont les autres entreprises de travail adapté, évidemment. On est sur le même marché. Certains ne font pas les mêmes métiers, d'autres oui. Donc c'est une première concurrence, que ce soit les entreprises de travail adapté d'ailleurs bruxelloises ou flamandes ou wallonnes d'ailleurs. Donc il y en a quand même pas mal autour de Bruxelles aussi. Donc ça c'est une concurrence. La concurrence c'est aussi celle qui vient, je dirais, de façon très large de l'Est, de l'Orient, c'est-à-dire tout ce qui se fait au départ des pays asiatiques, mais n'est plus à faire. Souvent, nous, on participe au conditionnement final. Donc quand le conditionnement initial n'a pas été complet, on le termine. Le réétiquetage, choses comme ça. Donc c'est une concurrence. Si ces entreprises-là s'adaptent et sont capables à un moment donné de faire une partie de notre travail, oui, c'est une concurrence. Ça, c'est certain. Et elle grandit, cette concurrence ? Pas précisément dans les métiers mais nous essayons de nous en affranchir, notamment, vous l'avez vu, dans tout ce qui est l'alimentaire, et l'alimentaire frais en particulier. Évidemment, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas sous-traiter loin, c'est pas possible, puisque vous avez quand même la nécessité d'immédiateté, et donc forcément, on est dans le local, le rapide, le proche. Et c'est, à mon avis, une des pistes qu'il faut travailler de façon intensive pour éviter justement d'être confronté à d'autres formes de concurrence. Donc développer l'alimentaire, c'est un projet, un des défis. Absolument, le développer alimentaire, parce qu'en plus, il y a un aspect qui n'a pas été cité et que dont je tiens à parler aussi, c'est qu'on constate que les personnes handicapées qui sont au départ, disons, en termes de motricité, peut-être un peu malhabiles, progressent beaucoup plus vite dans leur capacité à contrôler leurs gestes dans l'alimentaire frais. Donc il y a des personnes, je le dis de façon assez caricaturale, mais des personnes à qui au début il n'était pas évident de confier un couteau, qui aujourd'hui découpent des légumes à une vitesse impressionnante. Donc c'est formateur. Alors parlons du personnel justement. Comment est-ce qu'on entre dans une entreprise de travail adapté? Il y a des critères pour être engagé chez vous? Mais il y en a en tout cas un au départ, c'est qu'il faut disposer évidemment de la reconnaissance de handicap, mais ça tombe sous le sens, mais ce qu'on appelle l'autorisation d'embauche. C'est-à-dire qui est délivrée par le pouvoir subsidiant, la COCOF à Bruxelles par exemple, et c'est une équipe pluridisciplinaire qui décide, qui reçoit, qui étudie le dossier de la personne et qui décide si la personne est susceptible ou autorisé, on va dire, à travailler dans une entreprise de travail adapté. Donc en fonction de son handicap? En fonction de son handicap et à l'inverse de sa capacité ou son incapacité, ça dépend comment on le voit, à trouver du travail dans le monde du travail normal. Voilà, donc ça c'est essentiel parce que si la personne n'a pas cette reconnaissance, n'a pas l'autorisation d'embauche en ETA, nous ne pourrons pas profiter de subsides pour compléter son salaire. Donc voilà, donc c'est une nécessité. Pour le reste, il y a je dirais, des critères de base. Le premier critère qui est le plus important, c'est la volonté de la personne de travailler. Donc il n'est pas question d'embaucher chez nous une personne qui est simplement, par exemple, amenée je prends un exemple, par sa famille, ses parents, disent oui, il faut qu'il travaille chez vous. Il faut parce qu'il doit trouver un travail. Si la personne n'a pas envie de travailler, s'il n'y a pas cette volonté, alors c'est voué à l'échec. Donc on ne le fait pas. Et d'autre part, maintenant, on demande aussi, et ça c'est compréhensible, qu'il soit capable, on appelle ça capable du geste simple, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire au minimum pouvoir faire des travaux simples de remplissage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est facile de trouver ce personnel? Oui, il y en a. A priori, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes handicapées qui sont aujourd'hui à la recherche d'un travail. Et qui n'en trouvent pas. Et qui n'en trouvent pas. Parce que je vais vous expliquer après, il y a un quota donc qu'on ne peut pas dépasser. Je l'expliquerai après, j'y reviens. Mais qui ne trouvent pas. D'un autre côté,
les personnes qui se présentent n'ont pas toujours le profil qui correspond au poste que nous cherchons à pourvoir. On parlait tout à l'heure du travail, dans la séquence du travail en enclave, donc ce sont des personnes qui sont accompagnées de moniteurs et qui travaillent dans l'entreprise du client. Ces personnes doivent nécessairement être un peu plus autonomes et certaines personnes, certains handicaps empêchent cela. Donc, quand on recrute, si à un moment donné, on a une augmentation de l'activité en enclave, on va plutôt recruter des gens plus autonomes, qui soient capables de travailler debout, par exemple, et des choses comme ça. Et est-ce que les entreprises, vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises normales par opposition aux entreprises de travail adapté, est-ce que les entreprises normales, est-ce que le business classique joue son rôle à Bruxelles, en Belgique, dans l'intégration, dans l'inclusion des personnes handicapées? Parce qu'à la limite, plus vous donnez du boulot à les handicapés, moins il y en a pour eux dans d'autres entreprises, et peut-être qu'à la limite, vous devriez ne pas exister. Si on pousse le raisonnement... On peut voir, c'est poussé loin le raisonnement, mais ça, c'est plein de bon sens. Dans la mesure où j'ai toujours l'habitude de dire, les ETA sont finalement un mal nécessaire pour pouvoir occuper et donner un travail à des personnes qui souffrent, qui sont porteuses d'un handicap. En principe, une grande partie d'entre eux on pourrait imaginer qu'ils puissent trouver, les plus forts en tout cas, les moins fortement handicapés, pourraient trouver un travail dans le monde du travail normal, dans les entreprises normales. Ce n'est pas trop le cas aujourd'hui. En Belgique, il n'y a pas cette volonté affichée d'embaucher systématiquement des personnes... Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard, ou, enfin, je ne sais pas s'il y a un retard d'ailleurs. Je l'ignore, mais il est certain que par rapport aux pays voisins, et je citerai la France par exemple, il y a des obligations d'emploi de personnes handicapées, et on peut la transformer en partie par de la sous-traitance à des entreprises de travail adapté. Comme ce que vous voulez développer d'ailleurs chez Travail et Vie, le travail. Voilà, par exemple, ou bien de confier du travail à une entreprise de travail adapté, et tout ça est converti, c'est assez simple à calculer, de façon à pouvoir vérifier que l'entreprise consacre bien X% de des frais de personnel à de l'emploi de personnes handicapées. Donc en France, il y a une obligation de le faire. Ouais. En Belgique, il y a juste une recommandation pour les entreprises de service public, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pénalité, en d'autres termes aussi, si elles ne remplissent pas leurs objectifs. Donc il n'y a pas de stimulant, il n'y a pas de... Celui-là n'existe pas. Faire non plus. Il n'y a pas cette stimulation-là. Ça repose vraiment sur la volonté des entreprises elles-mêmes de se dire... je veux participer. Et moi, j'ai un message à passer à toutes les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise de la région bruxelloise, mais pas que, c'est de dire, il faut oser le faire, il faut se positionner, il faut prendre contact avec une entreprise comme la nôtre, pour envisager ensemble, pour regarder ensemble ce qui est possible. Et il y a pas mal de choses qui sont... On présente quand même un certain nombre d'avantages pour une entreprise, notamment en termes de flexibilité, en termes de souplesse, la capacité à fournir des personnes à un moment donné, plus à d'autres. Donc quand il y a des accélérations d'activité et qu'on n'a pas nécessairement les ressources dans l'entreprise, on peut faire appel à nous de façon ponctuelle, voire même plus structurelle. En fait, une forme d'intérim, si on veut. Ouais. Ça s'apparente un petit peu, mais avec toute la souplesse qui convient. Et alors, je dis toujours aussi, c'est la plus belle façon de réussir l'inclusion. Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui sont nos ouvriers travaillent avec des ouvriers valides, avec des collègues valides de l'entreprise. Et c'est extrêmement riche pour les nôtres, mais pour les employés, les travailleurs de l'entreprise client aussi. Parce que ça les amène à découvrir, à côtoyer le handicap de tout près. Les entreprises devraient dépasser... des a priori qui existent encore, c'est ça, par rapport à la personne handicapée ? Je pense que oui. Et je pense qu'il y a pas mal, j'en parlais, j'en suis la preuve vivante, je dirais. Au départ, d'abord, il y a une méconnaissance. On l'a vu d'ailleurs dans le micro-trottoir, c'était rigolo, parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous auriez posé la question sur atelier protégé, je pense que là, les choses auraient été plus claires, mais je pense que le monde des entreprises ignore qu'il existe autant d'entreprises de travail adapté qui sont disponibles pour pouvoir faire du travail, pour les aider, pour travailler en collaboration. Je pense qu'elles l'ignorent. Et donc, moi, je les invite à prendre contact avec nous pour envisager ensemble. Et c'est une façon de s'inscrire aussi dans ce travail-là. L'inclusion, elle concerne tout le monde.
tous les valides ont eu la chance d'être comme ils le sont, d'avoir un parcours qui la plupart du temps est réussi. Eh bien, moi je dis, il faut renvoyer l'ascenseur, et c'est une façon de le faire, d'envisager, tout n'est pas toujours possible bien entendu, mais d'envisager la collaboration. Ouais. Jean-François Guis, on va jeter un petit coup d'œil sur les chiffres de l'entreprise. Il y a un petit tableau qui nous attend que Paul va décortiquer avec brio, comme d'habitude. On est allé chercher brio, je vais essayer. Mais, en tout cas, avec ce qui me reste de voix pour le moment, on voit que le chiffre d'affaires est stable d'année en année. On est autour des 3,5 millions, 4 millions d'euros. C'est donc vraiment le produit de la vente des services qui sont les vôtres. Par contre, on voit que le résultat net n'est pas toujours dans le vert. Lui, il y a eu toute une phase comme ça en négatif jusqu'en 2014. Les dernières années sont-elles positives? Qu'est-ce qui explique là, ce grand shift? La première chose, c'est que, et le tableau ne le montre pas, mais nous n'avons pas le choix du nombre de travailleurs. C'est-à-dire que si, par exemple, les affaires fonctionnaient de façon, je veux dire, le chiffre d'affaires croissait de façon extrêmement importante, nous ne pouvons pas dépasser notre quota. Donc, il y a de la place pour 1450 personnes handicapées dans les ETA de Bruxelles, et chez Travi, il y en a 335. C'est 335, c'est pas plus. Alors, on peut en demander un complément, mais c'est ce qu'on retire, ce qu'on donne à l'une, on le retire à l'autre. De toute façon, au global, c'est 1450, et ça, c'est figé. Et quel est le lien avec Alors, ça veut dire que le chiffre d'affaires, vous l'avez vu, il reflète en fait essentiellement le nombre d'heures de travail qu'on a passé. Dans certains cas, quand les années sont plus difficiles, on doit travailler à des taux horaires qui sont, malheureusement, au vent des taux horaires plus bas. Et donc, ça donne des résultats. Il y a aussi un travail qui a été fait, donc justement en 2014, 15, 16, sur les coûts de l'entreprise. Donc, on a essayé de les comprimer, d'éliminer tout ce qui n'était pas indispensable, etc. Pour professionnaliser la maison. J'y ai contribué. On va dire comme ça, il faut être modeste. Et c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer. Mais vous voyez maintenant, et l'année 2019 est un exemple, probablement qu'on va arriver tout juste à l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en plus, et ça fait partie aussi de notre environnement, c'est nous touchons des subsides et les subsides peuvent évoluer. Or, il y a tout récemment un nouvel arrêté a été signé, donc fin de l'année passée, qui redéfinit la façon dont les ETA doivent fonctionner et qui redéfinit la façon dont les subsides sont calculés. Et ils sont à la baisse. Hein. Donc là, on parle quand même de à peu près entre 500 et 600 000 euros par an pour toutes les ETA. C'est pas négligeable. C'est un coup dur. C'est un coup dur. Bon, absolument. C'est un coup dur, oui, absolument. Et donc, on aura compris que le chiffre d'affaires, qui est le produit de vos ventes, est complété par des subsides, par des dons et des legs aussi, etc. Donc, il y a une enveloppe plus importante que le chiffre d'affaires sans laquelle vous ne pourriez pas vivre. Oui, non, absolument. Donc, chez Travi, par exemple, on est à 60% de subsides, 40% de chiffre d'affaires client, pas de dons. D'autres entreprises ont parfois la chance de recevoir des dons. C'est pas le cas pour nous. Mais ça veut dire quoi alors que vous devez négocier avec le politique? Vous êtes en train de vous battre? Absolument. Pour faire revoir, voilà, avec la fédération dont je suis vice-président, nous continuons à en discuter avec le politique, avec l'administration, pour trouver des solutions, pour répondre à ces difficultés-là. Je pense que c'est dans l'intérêt de personne, certainement pas le politique, mais même l'administration, de mettre les ETA dans des situations difficiles et voire même catastrophiques. Donc on a une mission à remplir. On la partage ensemble, l'administration, le politique et nous. Il faut qu'on puisse la remplir de façon correcte. Et d'un autre côté, et c'est ce qu'on a à cœur, c'est il ne faut pas mettre les ETA dans une situation trop difficile. Ça nous amènerait à être trop exigeants avec les travailleurs que nous employons, à les faire travailler plus vite et donc sortir de la zone normale de confort d'une personne handicapée qui est au travail. Et perdre votre mission. Voilà. Alors, les défis sont nombreux pour Travi, et il y en a un qui est plus de l'ordre, on va dire, de l'urbanisme. On va regarder des images. C'est l'environnement direct de votre entreprise. Vous êtes, je l'ai dit, digue du Canal, c'est le quai de Bistebroek, devant nous. Il y a un projet
pour faire évoluer ce coin. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Et vous êtes inquiet aujourd'hui pour l'avenir de l'entreprise. Expliquez-nous. Oui, alors bon, il y a le projet Bistebroek, qui est un projet de réaménagement de toute la partie sud du canal de Bruxelles, qui est un très beau projet. Parce qu'il est vrai que toute une série de terrains le long du canal sont en friche et c'était à l'abandon. C'est une très bonne idée et c'est un beau projet qui va permettre je pense, à quelques milliers de personnes d'habiter sur Bruxelles. Bruxelles a besoin de logements. Mais est-ce que vous y retrouvez-vous en tant qu'entreprise? Alors nous, évidemment, on est au milieu du jeu de qui, puisque notre entreprise se trouve là en plein milieu du projet. Il n'y a pas de volonté de nous déloger, ça c'est clair, ça nous a été répété. En revanche, le risque est réel, c'est que on l'a vu on le voit sur les images, c'est que il compte dans le projet élargir la voie qui longe le canal et donc empiéter sur notre terrain de 6-7 mètres. Le problème, c'est que c'est à cet endroit-là que les semi-remorques viennent se garer pour pouvoir décharger leurs marchandises. Et à partir du moment où on élargit la rue, les camions seront dans la rue. Donc ça va nécessiter une réflexion, une modification du bâtiment. Donc c'est important, c'est interpellant. C'est pas un détail. Aujourd'hui, c'est pas un détail. C'est pas un détail. Quoi aujourd'hui? Qu'on revoie le projet? Non, je n'irai pas jusque-là. Il y aura certainement besoin sans doute de temporiser, sans doute, de donner le temps à l'entreprise de revenir avec des propositions, de réfléchir à la meilleure façon d'adapter le site pour que nous puissions continuer à travailler encore de nombreuses années. Parce que vous voulez rester sur Bruxelles. Je veux dire, ce projet ne risque pas de vous faire partir. Non, mais d'abord, pour répondre à votre question, sur Bruxelles, c'est impératif, puisque nous sommes une ETA bruxelloise, donc nous devons impérativement être situés à Bruxelles, en région bruxelloise. Quant à l'endroit, oui, nous sommes bien situés. On est à Anderlecht, c'est-à-dire pas très très loin du Ring. C'est facile d'accès pour les camions. C'est facile d'accès aussi pour les travailleurs, puisque nous ne sommes qu'à 10-12 minutes à pied de la gare du Midi. Donc l'endroit est intéressant, le site est intéressant. Il est la propriété de l'entreprise aussi, donc ça c'est un atout. Et voilà, mais il y a quelque chose à faire, un projet à développer pour pouvoir justement concilier le plan Bistebroek et la vie de l'entreprise, la survie de l'entreprise. Merci Jean-François Guisse pour toutes ces précisions et de nous avoir fait découvrir le monde de l'entreprise de travail adapté. Merci à vous aussi Paul. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À très bientôt.